Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande soirée consacrée à la Grèce. Nous sommes 5 jours après le référendum qui a vu la victoire du non un peu à la surprise générale, en tout cas à en croire les principaux médias, avec donc 61% pour le non. On attend d'une heure à l'autre les propositions grecques qui donc doivent être soumises aux institutions européennes. On interrompra d'ailleurs peut-être ce premier plateau si la proposition grecque est connue. Mais on a surtout eu l'impression depuis maintenant une dizaine de jours, avant même le référendum, que sous l'impulsion de Syriza, d'Alexis Tsipras et de la Grèce en général, on a l'impression que la politique a ressurgi en Europe. C'est-à-dire qu'on a cessé de parler que de questions comptables, technocratiques, économiques, et que tout d'un coup, la politique, oui, avec ses tensions et ses passions, est revenue, et ce, dès l'annonce donc de l'organisation du référendum, sa tenue avec le résultat que l'on sait, et puis aussi, je crois que c'était hier, si je ne me trompe pas, le discours d'Alexis Tsipras au Parlement européen. Vous y étiez, Yannick Jadot. On a vu les images partout en Europe, on a vu les réactions à ce discours, et là aussi, on a eu l'impression que des négociations qui étaient parfois confinées et secrètes derrière des portes closes, et bien tout à coup, tout cela s'exprimait au grand jour. Alors c'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire 2 plateaux. Ce premier plateau que j'animerai avec ma camarade de Mediapart, Amélie Poinceau, sur justement la politique, où nous en sommes de ce moment politique avec la Grèce au sein de l'Europe. Et puis dans un deuxième plateau, on entendra des économistes qui, eux, ne sont pas d'accord. Grexit ou pas Grexit, est-ce que la Grèce, par exemple, pourrait rester dans la zone euro, mais sans utiliser l'euro? On sait que tous les scénarios monétaires et économiques en ce moment sont en train d'être étudiés, et donc nous parlerons de cela dans le deuxième plateau avec Martine Orange qui me rejoindra. 4 invités pour ce premier plateau, donc en plus d'Amélie. Alors je vais prononcer des noms grecs, alors voilà ce que vous allez faire. Vous allez me laisser me ridiculiser d'abord, et puis après vous me corrigerez si j'ai trop écorché votre nom. Bonsoir Philippa Ratsistavrou. C'est à peu près ça. Vous êtes chercheuse en sciences politiques à l'ELIAMEP, qui est une fondation hellène et qui s'occupe en particulier des problèmes européens et de politique étrangère. Bonjour monsieur, vous vous appelez Ioannis Memaroglou et vous êtes membre du parti grec Potami, qui a été créé au début de 2014 et qui est considéré comme centriste. Yannick Jadot. Très bien dit. Ça se prononce bien comme ça? Exactement. Il m'a volé ma vanne. Vous êtes député européen, Europe Écologie Les Verts, et vous étiez là, justement, au Parlement quand Alexis Tsipras a fait ce fameux discours. Et enfin, Sia Anagnostopoulou, oui, pas trop bien. mal, vous êtes député Syriza et membre de la Commission des Affaires européennes. Et c'est d'ailleurs à vous que j'ai envie de poser la première question. Comment vous définiriez là ce moment ? Peut-être que vous savez ce que va proposer la Grèce, mais nous ne le savons pas. Est-ce que ce moment politique-là, à 9h moins le quart d'aujourd'hui, est-ce que pour vous c'est un moment d'espoir ou un moment de crainte? Tout d'abord, je vais dire, en vous remerciant d'abord de m'inviter ici, sur votre plateau, je vais dire que c'est un moment historique. Depuis la semaine dernière, depuis les 5 derniers mois, on traverse des moments historiques parce que, comme vous l'avez dit, la discussion pour la première fois est politisée. Après beaucoup d'années politisée, le peuple, notamment le peuple grec, a eu le droit, malgré les menaces, malgré le chantage qu'il a subi pendant une semaine, a eu le droit de s'exprimer et d'exprimer sa volonté. Et sa volonté était de dire que l'austérité imposée à ce peuple pendant 5 ans, c'était trop, et c'était beaucoup. Et il a voulu, ce peuple grec, d'exprimer à haute voix sa volonté pour que les autres peuples, notamment les peuples européens, l'entendent. Et heureusement, le peuple européen l'a entendu. Alors, à ce moment-là, on traverse des moments critiques. Je ne peux pas dire si c'est l'espoir ou le désespoir, mais je vais dire que c'est le courage que ce peuple nous a donné.
Et ça, c'est beaucoup. Et ce n'est pas seulement le peuple, c'était les députés hier, finalement, au Parlement européen, parce que pour la première fois, on a entendu leur voix aussi. Et je dis aussi pour les voix qu'on a entendues de la droite conservatrice, que c'était quelque chose vraiment d'un populisme pour moi inouï pour un Parlement européen, mais je dis que c'est le courage. Pour moi, c'est le courage, rien d'autre. Je sais que la situation n'est pas du tout facile, pas du tout. On est devant un dilemme, et ce dilemme, c'est de pouvoir arranger la volonté du peuple grec et les demandes de nos partenaires, notamment de l'Allemagne, que c'est des demandes qui ne sont pas du tout faciles à expliquer à un peuple qui a vécu dans l'austérité pendant 5 ans. Yannick Jadot, puisque ça fait 2 fois qu'on y fait allusion, qu'est-ce qui s'est passé d'important, justement, d'un point de vue politique, selon vous, hier au Parlement européen? Alors, je crois que la politique n'a jamais quitté l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un débat politique sur l'Europe. Je pense que tous ces programmes d'austérité, c'est de la politique. C'est une construction politique qui n'était pas suffisamment contestée, qui était contestée, mais c'est une construction politique. Donc, cette vision morale de ce que doit être l'économie, de ce que doit être la dette, de tout ça, c'est de la politique. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, après 5 ans à avoir un peu tapé dans le vide, là, la question de l'austérité, la question de la dette et la question du projet européen sont de nouveau dans le débat. Alors, ce qui s'est passé hier, quand Tsipras est venu au Parlement européen, c'était à l'invitation du Parlement européen, c'est important, et c'est un moment important parce que aussi, comme vous l'avez dit, il y a une absurdité totale des discussions au sein de l'Eurogroupe qui est que personne ne rend compte à personne. Et en fond, on apprend par les médias, par vous, ce que dit une délégation qui n'est pas du tout forcément raccord avec ce que dit une autre délégation. Donc ça aussi, c'est de la folie. Et donc, on a eu ce débat, et Tsipras est venu rappeler ce qui était très important, qu'il était attaché à l'euro, que son nom est un nom de la dignité grecque, c'est un nom de la rationalité économique, et que c'est un oui, au fond, à l'euro et à la négociation. Donc ça, c'était important. Et puis, il a dit aussi qu'il était bien conscient qu'il fallait mettre des nouvelles propositions sur la table. Mais ce qui était étonnant dans ce débat, c'est que, effectivement, la façon hystérique dont la droite l'a accueilli, je veux dire, même Orban, qui est quand même un dirigeant est tellement contesté et contestable, il n'est pas accueilli sous les huées au Parlement européen. Là, il y a une partie... Orban, le dirigeant hongrois. Le dirigeant hongrois. Là, il y a une partie de la droite qui a clairement hué Tsipras. Et ça montre le niveau d'hystérie dans lequel est le débat européen sur la Grèce aujourd'hui. Mais pas qu'une partie de la droite, parce qu'on a vu quand même la figure, l'attitude corporelle et puis les mots prononcés à partir du moment où le référendum a été annoncé, quelqu'un comme Martin Schulz. On a l'impression quand même que la social-démocratie européenne était littéralement, ou une partie d'entre elles, je ne sais pas, était littéralement hors d'elle. Hein. Clairement, le SPD, donc les sociodémocrates allemands, ont été beaucoup plus violents que Merkel et même la CDU. C'est-à-dire que les interventions de Sigmar Gabriel en disant « il y en a marre des Grecs, c'est devenu insupportable », il y a eu une sorte de volonté pour le SPD de s'accrocher à ce qui pensait être l'opinion publique allemande à ce moment-là pour essayer de sortir du gouffre dans lequel ils sont, y compris politiquement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on a eu une première étape qui était de dire « c'est inadmissible pour l'Eurogroupe » que Tsipras vienne contester des règles que tout le monde a appliquées, que tout le monde considère absurdes, mais que tout le monde a appliquées. Avec des réactions personnelles ou nationalistes. Rajoy qui ne veut pas que Podemos gagne en Espagne. Hollande qui ne veut pas que Tsipras réussisse là où il a échoué en 2012. Les Irlandais, les Portugais, tout ça qui ne veulent pas dire qu'au fond on peut échapper à la potion amère de l'austérité et que ce n'est pas plus mal. Donc il y a eu tout ce moment-là. Et puis il y a eu le référendum. Et ça... c'était une force incroyable parce que c'est une humiliation sur le fond. C'est la première fois que Merkel perdait la main sur le dossier grec, en 5 ans. Elle a accumulé les fautes, mais c'est la première fois qu'elle perdait la main. C'est une humiliation sur le fond, parce que quelle victoire du non, mais c'est aussi une humiliation sur la forme politique. On sort
de ces réunions avec ces types en costard, machin, triste, et d'un seul coup, vous avez un type qui arrive sans cravate, qui sourit tout le temps, qui défend son peuple, qui gagne le référendum chez lui et de quelle manière, et qui en plus ne les a pas insultés le soir même, il les a pas humiliés, il leur a dit « maintenant on se calme, je vire mon copain Varoufakis, ce qui n'est pas rien, je réunis tous les partis politiques, je crée une coalition ou une sorte d'union nationale autour d'un programme. » Donc il les a humiliés sur le fond comme sur la forme. Et en même temps, aujourd'hui, ce qui a été le débat au Parlement européen, ça n'est plus effectivement qu'un débat comptable. Ça n'est plus simplement la question de est-ce qu'il va plier le genou devant l'austérité et après il négociera les flexibilités à Berlin. Obama s'en est emparé. On a commencé à comprendre où était la Grèce et quelle était la place géopolitique de la Grèce. Obama s'en est emparé et a fait pression sur le FMI, visiblement, pour que le FMI change sa position. Sur tous les dirigeants européens, sur le FMI qui, effectivement, appelle aujourd'hui à la restructuration de la dette. Même Schäuble, le ministre allemand, dit lui-même aujourd'hui cette dette n'est pas viable. Et aujourd'hui, au fond, on a à la fois la question géopolitique, qu'est-ce que ça signifie de mettre en difficulté plus la Grèce, mais on a aussi la question du projet européen. Et on a vu même des intérêts ultra de politique politicienne dans tous les pays, comme Sarkozy qui d'un seul coup dit « on vire les Grecs, qu'est-ce que c'est que ces Grecs ?» Même Juppé, qui est quand même normalement un pro-européen, qui s'aligne sur Sarkozy. Et maintenant, ils sont tous en train de retourner leur veste pour dire « attention, on est face à l'histoire. Sortir la Grèce, c'est déconstruire le projet européen. On ne sait pas où ça s'arrêtera. Et aujourd'hui, tout le monde a la trouille, au fond, de cette mise en abîme, même si, juste pour finir, il reste à Berlin un scénario qui est un scénario de soutien fort à la Grèce sortie de l'euro. Ça reste un scénario du gouvernement allemand quand même. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse du renversement? Seulement en partie. Pour moi, en fait, il y a deux questions qui coexistent et qui sont assez problématiques. La question de la démocratie et la question de l'austérité. Je ne pense pas que Tsipras a essayé de dire que je suis contre les règles de la gouvernance économique. Ce n'est pas ça la question. Tsipras, ce qu'il a essayé de dire depuis 5 mois, c'est que j'ai le droit, en tant que gouvernement élu, de décider comment je vais appliquer ces règles. Du coup, pour le moment, la question de l'austérité n'est pas mise en cause. Et je pense que c'est un énorme problème. C'est-à-dire, on n'a pas un gouvernement qui dit « je ne suis pas d'accord avec la façon que le système est fait ». On a un système qui, en fait, qui est fondé depuis 2010 sur une logique qui est assez poussée. On a des normes disciplinaires avec des procédures de correction, avec un monitoring très, très serré sur les États concernant leur politique fiscale et s'ils ont des problèmes de financement comme les pays qui ont été sous mémorandum, aussi un monitoring sur leur politique salariale, leur politique économique tout court. Et là, on a un problème, si vous voulez, qui concerne en fait la façon que le système fonctionne, c'est-à-dire l'UE prend part sur des politiques qui normalement sont de compétences, comme on dit nous, nationales, les experts. Et ça n'a pas été décidé de façon formelle par tous les États. Du coup, on a une sorte de transgression sur un champ national, normalement, de compétences nationales, où l'UE a sa parole, a son mot à dire. Ça, c'est un énorme problème. Pour le moment, FMI, c'est aussi ça. Le FMI aussi, mais si vous voulez, le FMI, disons, on peut le mettre un peu de côté parce qu'il fait toujours ça avec. Mais justement, on a l'impression que dans l'UE, si vous voulez, on a fait un système, on a créé un système qui était censé avoir un certain équilibre concernant les compétences. Quelles sont les compétences qui sont exclusives, qui appartiennent à l'Union européenne? Quelles sont les compétences qui appartiennent aux États membres? Et ça, on ne le respecte plus. Les mémorandums, c'est l'outil qui a complètement explosé l'équilibre des pouvoirs et des compétences entre les États membres et l'Union européenne. Ça, c'est un problème qu'on doit, à un moment ou à un autre, le gérer et le résoudre. Bien sûr, la Grèce, elle ne peut pas tout faire en même temps. Déjà, Tsipras, en venant au pouvoir, il a essayé déjà d'expliquer la chose très simple, c'est bon, voilà, on a ces règles-là, peut-être je ne suis pas d'accord, mais enfin, je vais quand même les respecter. Depuis le début, il dit ça, mais laissez-moi voir comment je vais faire pour les respecter. Et tout l'enjeu du référendum, c'était sur ça. En fait, il accepte l'austérité, mais il dit, je veux avoir mon mot à dire sur le dosage. Quel dosage? Je veux avoir mon mot à dire par quel instrument je vais appliquer les règles, et je veux aussi avoir mon mot à dire qui va payer. Et pour cela, il avait besoin de refonder sa souveraineté.
comme pendant 5 mois, il a vu que ces 3 choses, il ne peut pas les atteindre, parce qu'il avait en face de lui quelque part un mur, et que petit à petit, toute la négociation, c'était une dégringolade, en fait. Il perdait de son espace vital, on va dire. Tsakalotos, l'autre jour, c'était effarant. Il a fait une interview génialissime. Le nouveau ministre des Finances, il a fait, avant qu'il soit ministre, il a expliqué, en fait, comment petit à petit, le gouvernement, l'équipe de négociation, se retrouvait face à un impasse. C'est pour ça qu'à la fin, Tsipras l'a dit, je n'ai pas d'autre solution que de faire un référendum, parce que chaque fois que les Grecs faisaient une concession, nos partenaires et créanciers, ils ont demandé plus. Vous voyez, et du coup, ça, c'était un processus difficile, même psychologiquement, à gérer. Surtout pour une équipe qui ne connaît pas la culture de l'eurocratie, qui arrive dans les couloirs bruxellois pour la première fois. Du coup, c'était un énorme problème. Bon, ça, c'est une question. La deuxième question, c'est la question de la démocratie, très problématique, à mon avis aussi. Parce que, en fait, c'est vrai, on doit être très contents tous parce qu'on a eu ce geste absolument génialissime, démocratique, 61%, c'est inimaginable, personne n'imaginait ça. Mais il faut quand même garder en tête que là, on parle d'une démocratie nationale. Et qu'en même temps, et c'est là tout le problème, c'est ça qu'on a vu hier aussi au Parlement européen, le système européen est non démocratique. Surtout en ce qui concerne les questions de la gouvernance économique. On est dans un système qui est, comme on dit nous, intergouvernemental. Ça veut dire que le Parlement européen n'a qu'un rôle consultatif. Et ça, c'est un esclandre. Surtout quand, comme je vous ai dit juste auparavant, on parle des politiques vitales sur lesquelles l'Union a son mot à dire. Fiscale, politique salariale, politique économique. Toutes ces politiques-là maintenant qui sont dans le camp, en fait, de l'action européenne et où on n'a plus d'instance démocratique qui peut aussi participer à ce processus-là. Le Parlement européen consultatif, et ce n'est pas pour rien que Varoufakis, aujourd'hui encore, il a fait une déclaration que je trouvais très intéressante. Apparemment, des journalistes au Parlement lui ont demandé « Alors, qu'est-ce que tu en penses de tout ce qui s'est passé hier au Parlement européen ?» Et il dit « Bof, de toute façon, il n'y a pas de Parlement, c'est le non-Parlement. » Le Parlement européen, c'est un non-Parlement. Je vois très bien ce qu'il veut dire par là. Ce n'est pas un législateur. Le Parlement européen, dans les questions de la gouvernance économique, ce n'est pas un législateur. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et du coup, une démocratie nationale qui essaie de dire son mot, mais en face d'elle, elle a un système, un directoire qui est basé sur ce qu'on appelle des forces asymétriques. Certains pays qui ont en fait le pouvoir d'influence, on sait quels sont ces pays-là, avec leurs pays satellites autour d'eux. Et en dehors de ça, il n'y a pas de balance de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir démocratique européen. Et ça, c'est un problème que le référendum ne peut pas le résoudre. C'est à voir. Alors, sur la question du référendum, justement, je pense qu'on pourrait demander aussi à M. Meymaroglou ce qu'il en a pensé au moment de l'annonce du référendum. Comment les gens de Potami, le parti dont vous êtes issu, ont réagi? Qu'est-ce que vous avez voté Enfin, je voulais dire d'abord que, comme on discutait tout à l'heure, les Grecs et le Premier ministre, M. Tsipras, a mis le feu un peu sur le Parlement européen. Si c'est pour brûler la Grèce et la faire expulser, je ne suis pas tellement, tellement d'accord. Et les Grecs, on est habitué à trouver toujours des ennemis. Il y a des ennemis. Il y a des gens au Parlement européen qui ne sont pas les amis de la Grèce. Surtout les forces conservatives. Il y aura qui seront contents que la Grèce ne soit pas là. Mais il faut voir, nous les Grecs, ce que nous faisons pour continuer à faire part de l'Europe unie et de l'Eurozone. Je suis parmi ceux, et Potami aussi, qui pensent que l'avenir de l'Europe ne peut pas se baser que sur une discussion vraiment politique et que la base du futur de cette Europe ne peut pas être l'austérité. Soit il y a une Europe unie de développement financier, économique et social, soit ça ne veut pas continuer. Mais il faut voir ce que nous faisons de notre côté. Voilà, moi, en respectant tout à fait l'avis de Mme Anagnostopoulou, je dois dire que, dans mes yeux, ce référendum, c'était vraiment une tragédie grecque. Et à un moment donné des négociations, on les a interrompues. Et on les a interrompues pas parce que, à mon avis, on a reçu un ultimatum des Européens, mais parce que le parti de Syriza ne pouvait pas approuver cet accord et ces mesures dans le sein du parti. Il y avait des fractions, il y a des fractions du parti qui ne peuvent pas
approuvé les mesures. Donc, on a interrompu les négociations et on a posé une question au peuple parce qu'il faut voir le référendum, la démocratie et tout ça. Quelle est la question? Si je vous lis la question, je l'ai avec moi, on va perdre un peu de temps et je ne sais pas si on va comprendre. La question sur laquelle le peuple grec s'est prononcé le 5 juillet n'existait pas le 5 juillet parce que les négociations étaient avancées et il y avait une autre base de discussion. Quel était le résultat? Bon, le résultat, c'était que le 30 juin, la dernière date que la Grèce était dans un programme, qu'elle avait le droit à avoir des financements, à avoir des paquets de développement est perdu. Et maintenant, nous sommes dans la situation de rediscuter dès le début, de faire hier une application pour un autre programme. Un programme qui est beaucoup plus lourd que, en ce qui concerne les mesures du programme qu'on avait dans les discussions, on avait interrompu à un moment donné. Parce que ça, c'est une qu'on a fait une application de nouveaux programmes. Ça, c'est une des questions essentielles. Ça fait une nouvelle demande. Oui, alors là, on parle, d'après les infos que j'ai pu voir là, juste avant de commencer le débat, les dernières infos qui étaient diffusées sur les médias grecs, on parle d'un paquet de mesures de 13 milliards d'euros, c'est-à-dire des mesures fiscales qui s'élèveraient à 13 milliards d'euros, sachant que pendant les précédents mois des négociations, on parlait de mesures à hauteur de 8 milliards et demi. Et à la fin de l'année 2014, à l'époque, on demandait au Premier ministre Samaras, le prédécesseur de Tsipras, on lui demandait 1 milliard d'euros de mesures à appliquer. Si vous me permettez de continuer, je voulais dire que le non a gagné, et on doit féliciter la campagne de non, nettement, ils ont gagné. Mais ce qui est curieux, c'est que le lendemain, on appliquait la volonté de oui, parce qu'on a commencé. Et puis, comment on va expliquer demain qu'on vote un paquet de mesures beaucoup plus lourds que ceux pour lesquels le peuple grec s'est exprimé contre en votant non? Voilà, il y a des contradictions qu'il faut expliquer parce que la démocratie, c'est la démocratie, on vote, on prend la décision, mais c'est l'application de la décision aussi dans la démocratie. J'aimerais votre réponse là-dessus, madame. Alors, tout d'abord, je vais dire que le référendum, ce n'était pas sans question. La question était très claire, était si on accepte ou pas les propositions faites par les institutions, notamment par l'FMI, qui étaient contre les propositions faites par le gouvernement grec. Parce qu'on a déposé des propositions très clairement très nettement et de 47 pages. Alors le FMI a complètement changé ses propositions. Tsipras, le Premier ministre, n'avait pas autre choix que de recourir au peuple. Parce qu'il avait un mandat. Il avait un mandat d'arrêter l'austérité qui était imposée notamment sur le peuple qui ne pouvait pas supporter cette austérité, qui ne pouvait pas supporter cette austérité. La deuxième chose, c'est qu'on a parlé de la démocratie et pour moi, c'est ça l'essentiel. Je ne peux pas écouter parfois les représentants de Potami parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire démocratie au fond. Sur l'Europe, l'Union européenne est imposée non une politique, pas une politique, c'est un dogme, qu'il n'y a pas une autre voie, qu'il n'y a pas une alternative. Ça, c'est vraiment la politique, bien sûr c'est la politique, mais ça nuit la politique en même temps. Et ça donne vraiment, ça ouvre la voie, la grande voie à l'extrême droite. Là où c'est vraiment l'irrationalité. Quand on n'a pas d'autre choix, c'est l'irrationalité. Le peuple grec et le Premier ministre ont dit qu'il faut qu'il y ait une autre voie. Il y a une autre voie et on peut choisir cette autre voie. Le programme que Tsipras, que Syriza a déposé dès le début de la campagne électorale de janvier, c'était un programme tout à fait modéré. Ce n'était pas un programme de gauche radicale, comme tu as très bien dit. Ce n'était pas quelque chose, on finit avec l'austérité, on est riche, on donne de l'argent au peuple. Pas du tout. C'était un peu, je suis tout à fait d'accord avec toi, de diriger nous, de décider nous
comment on peut gérer cette histoire de fiscalité, de l'économie, selon les besoins du peuple. Oui. C'est inouï à cette Union européenne de ne pas un gouvernement décider par rapport aux besoins de sa société. Et c'est ça le grand problème de la démocratie. Parce que finalement, à quoi on arrive? On arrive à des gouvernements qui sont des gestionnaires. Il y a un directoire qui décide et puis les gouvernements sont des gestionnaires et le Parlement n'a aucun travail à faire finalement. Parce qu'au fond, c'est comme ça. Les 5 ans qui sont passés en Grèce, c'était vraiment la Troïka qui venait en Grèce. Il donnait, même en anglais, les décisions et il fallait les traduire tout de suite et de les voter le Parlement sans parfois les députés et l'État de les lire. Ça, ce n'est pas la démocratie. Et pour ça, on a eu, à la grande surprise des personnes comme moi, de ma génération, qui ne savaient pas du tout qu'il y avait du fascisme, du nazisme en Grèce. Moi, je ne pouvais pas l'imaginer ça. Et subitement, de voir une partie complètement bizarre à nos yeux, l'aube dorée, d'avoir une telle force. Je vais dire par là, Syriza est le dernier rempart européen en Grèce. Parce que comme on a les autres partis systémiques, comme on dit, c'est-à-dire Nouvelle Démocratie, la droite conservatrice, et puis PASOK, les social-démocrates, complètement, et comment on dit... ils se sont effondrés, enfin surtout le PASOK s'est vraiment effondré depuis qu'il a mis le pays sur la route de l'austérité. Le seul parti à ce moment-là qui a une grande, bien sûr Potami aussi, mais qui a une grande comment on dit, un électorat assez grand, c'est le seul parti qui parle de l'Europe, qui parle de la démocratie et qui montre une autre voie. Après ça, si Syriza échoue, je ne sais pas qu'est-ce qui va s'arriver. Et je vais, si vous me permettez, si je ne prends pas beaucoup de temps, on a laissé les sociétés, les États du Moyen-Orient d'écrouler. On a vu les résultats. On n'a pas pu penser. Permettez-moi de dire, en tant qu'historien, je le voyais et je l'écrivais. Ne laissez pas les États et les sociétés d'écrouler, parce qu'après c'est la barbarie, on le voit maintenant. Si on laisse la Grèce d'écrouler, en la menaçant qu'on va la faire sortir de l'euro, ou en lui donnant un nouveau programme, ce sera inadmissible par ce peuple qui s'est exprimé, il faut qu'on réapprenne à cette Union européenne que la volonté des peuples doit être respectée. Et il faut souligner ici que le programme d'austérité imposé en Grèce n'est pas comparable avec le programme imposé en Espagne et au Portugal. C'est 3 fois plus sévère. C'est vraiment la première fois aux données universelles qu'on a un programme si sévère. Et là, moi, je vois un nationalisme et un racisme dans l'Union européenne. Ces articles contre les Grecs, comme quoi ils sont paresseux, comme quoi ils gagnent beaucoup plus et ils dépensent beaucoup plus de ce qu'ils gagnent, etc. Cette mythologie d'un Grec qui est paresseux, qui est rien du tout, etc., ça vraiment... ça fragmente l'Union européenne et ça ne peut pas arriver à une union, vraiment une union, qui laisse de côté ce langage nationaliste et raciste. Syriza, alors, est venu pour montrer qu'il y a une autre voie et que les peuples européens peuvent se faire entendre. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Je vous laisse répondre parce que je vois bouillir, mais de façon courte. Si c'est sur le référendum, on a bien compris que vous n'étiez pas d'accord. Hein. Oui. Ça m'a paru clair. Je ne veux pas prendre le temps, mais estimez que la question, on ne pouvait pas y... Non, mais ça, je crois qu'on a compris. Vous avez compris. Oui. Ce que je voulais vous n'êtes pas d'accord sur ce point, vous en avez compris. Pas parce qu'on a perdu.
Parce que finalement, on a gagné, parce que c'est la politique de oui qui est appliquée. C'est ça la question primordiale. Mais je voulais dire quand même... Je ne vais pas discuter sur ça, parce que d'accord... Mais je voulais dire surtout, sur la question de la démocratie et sur la question du danger de l'extrême droite, Mme Anagnostopoul a souligné, pas seulement elle a souligné, mais pendant tant que je suis ce qu'elle fait, ce qu'elle dit à la télévision ou en tant qu'historienne, elle a lutté toujours contre le chauvinisme, le nationalisme et tout. Mais il y a une contradiction que je voudrais souligner, c'est qu'en même temps, elle fait membre d'une majorité parlementaire d'un gouvernement de la gauche et de l'extrême droite. C'est ça. Donc ça, c'est très important. Je vous interromps, et puis le danger des fascistes est très, très grand. Mais il faut penser aussi... C'est un point intéressant qui m'intéresse et qui, je pense, intéresse tout le monde. Donc je vous en prie. C'est pas personnel, c'est une question politique. Si vous me permettez, juste aujourd'hui, on a passé une loi au Parlement qui a été votée, qui était pour la naturalisation des immigrés, que c'est nous, Syriza, qui l'a proposé, il a voté avec le vote... le Potami, parce que l'extrême droite ne vote pas pour cette... Nos partenaires au gouvernement, il s'est différencié, il a dit non, je ne vote pas. On ne s'est pas arrêté, malgré le fait qu'il nous a demandé avant-hier, notre partenaire, de ne pas continuer la discussion parce que, comme quoi, la Grèce est dans des moments critiques, etc., on a insisté. On a voté la loi, un bon bien exemple. sûr. C'est un bon exemple. Vous êtes allié avec ce Parce que Syriza ne va pas. Et comme vous avez vu, notre politique sur la migration, c'est vraiment une politique de gauche. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on avait? On avait des camps de concentration. Et maintenant, on essaye d'avoir une politique tout d'abord humanitaire, parce que c'est une question humanitaire. Et en plus, de ne pas laisser, parce que c'est une autre grande question, parce que ce n'est pas seulement la crise économique, la crise grecque, c'est le problème de la migration à ce moment-là. Il ne faut pas laisser cette Union européenne devenir comment on dit, raciste, non seulement raciste, quelque chose d'enfermé avec et militariser, c'est-à-dire de trouver les moyens d'expulser les émigrés, surtout les réfugiés de la Syrie. Vous ne m'en voudrez pas, mais je vais me faire l'avocat du diable, parce que je l'ai beaucoup entendu en France ces jours derniers, dans la voix des hommes politiques de droite. Ils vous accusent carrément de chantage. Ils disent, en fait, le gouvernement grec, Syriza, va laisser rentrer tout le monde et les laisser passer vers le nord. C'est ce qu'on entend tous les jours, hein, et les laisser passer par le Nord, si on n'obéit pas à ce qu'ils nous demandent, c'est-à-dire que c'est un moyen de pression et un moyen de chantage sur l'ensemble de l'Europe, et en particulier sur les pays qui sont au nord de la Grèce. Tout d'abord, personne des membres de Syriza n'a dit quelque chose pareil. On saurait jamais, on n'aurait jamais utilisé... Le ministre Kamenos, il a dit qu'il va le faire... Je vais dire, oui, je vais parler de ça. On n'aurait jamais utilisé le drame des réfugiés et des immigrés pour faire du chantage les membres de Syriza. Si un ministre l'a dit ça, et Syriza s'est différencié, le gouvernement, à sa politique, n'a jamais utilisé ces moyens, des moyens comme ça. Et une autre chose, la politique qu'on a sur les immigrés et les réfugiés, ça n'a rien à faire avec ça. Mais si la Grèce, par accident ou par volonté, certains dirigeants de l'Union européenne voulaient jeter dehors la Grèce, ce n'est pas le problème que le gouvernement va laisser les immigrés. Il n'y a pas un rempart, il n'y a pas... Les limites de l'Union européenne seront remplacées. Ça, c'est une autre affaire. Mais pour moi, ce n'est pas ça le crucial. On ne va pas utiliser maintenant les immigrés et les réfugiés, pour le nom de Dieu. C'est s'il y a une société encore, un État qui écroule, alors les problèmes seront très graves. C'est ça qu'il faut focaliser, non pas sur les immigrés. Yannick Jadot, un mot. Alors, pas là-dessus, mais sur, au fond, les conséquences du référendum. Parce que si j'ai bien compris, ce matin, Tsipras a annoncé que les groupes politiques seraient libres sur le vote, sur le programme. Ce qui est aussi une des conséquences du référendum et, au fond,
de l'unité nationale ou d'une partie de l'unité nationale qu'il a créée après le référendum, c'est qu'au fond, il se permet, sans mettre en danger le gouvernement, d'avoir une partie de Syriza qui ne vote pas le programme pour avoir aussi d'autres partis qui vont soutenir le programme. Donc ça, c'est une partie de son intelligence. C'est qu'on espère d'ailleurs. Deuxièmement, vous avez raison, ça ne change pas l'austérité. De toute façon, le programme qui est imposé, qui continue d'être imposé à la Grèce, n'est pas un programme qui permet de sortir la Grèce de la crise économique et sociale. Ça, on fait qu'acheter du temps et on va se reposer dans 3 mois, dans 6 mois, les mêmes problèmes. Si le programme est potentiellement un peu plus lourd, c'est aussi lié aux perspectives économiques de la Grèce. Il ne faut pas m'expliquer que c'est le référendum qui fait baisser ou qui aggrave la récession économique en Grèce. C'est aussi ce programme d'austérité qui fait ça. Mais aujourd'hui, l'importance de signer avec l'Eurogroupe, c'est de remettre des liquidités dans l'économie. C'est, au fond, probablement, parce que c'est quand même une des conditions, et le FMI, tout le monde en parle, c'est d'avoir une discussion sur la dette, ce qui est absolument essentiel. Est-ce sur sa restructuration, voire sur son abattement. Sur sa restructuration, ce qui veut dire en partie, potentiellement, l'effacement. Mais là, l'angoisse de Mme Merkel depuis 6 ans sur ces questions-là, 5 ans, c'est le fait que la question de la dette vienne dans l'agenda européen et que ce ne soit plus seulement la dette grecque qui soit discutée, mais les Grecs portugaises, les Grecs irlandaises, l'ensemble des Grecs, l'ensemble des dettes, pardon, et qu'on ait ce qu'on demandait depuis 5 ans, potentiellement une mutualisation des excédents de dettes, notamment toutes les dettes qui ont été accumulées après la crise financière, qu'on ait une sorte de mutualisation ou de fonds de rédemption à l'échelle européenne qui permettrait de relancer l'Europe. Mais encore un dernier point, si vous permettez, sur la question de la démocratie. Là, il faut faire un petit peu attention, parce que la démocratie grecque ne peut pas s'imposer à l'Europe. L'Europe, c'est aussi, dans le cadre de l'Eurogroupe, comme dans le cadre du reste de l'Union européenne, ce sont 28 démocraties. Et que la démocratie grecque... Si on croit à l'Europe intégrée, oui. Non, mais attendez. Non, mais vous avez raison. Si on croit à l'Europe intégrée, oui. Si on n'y croit pas, non. Non, mais attendez. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire il y a eu le référendum grec. Si Mme Merkel organise demain un référendum sur est-ce que les Grecs doivent payer la dette ou pas, vous allez avoir un référendum et vous aurez la démocratie allemande qui a parlé. La question, c'est est-ce qu'on construit ou on reconstruit l'Europe par l'opposition des peuples qui s'articulent au sein de l'Eurogroupe, avec une hiérarchie des peuples, les plus puissants, les moins puissants, où on essaye, y compris par la réforme de la gouvernance économique européenne, de créer de la démocratie européenne. Mais pour l'instant, la négociation de l'eurozone, c'est quand même une négociation entre différentes démocraties qui sont élues. Les gouvernements qui sont là sont élus. On peut le regretter, c'est pas ma formation politique, mais ils sont élus. Donc il faut trouver la complémentarité des démocraties et évidemment essayer de construire le chantier de la réforme de la gouvernance économique européenne, qui n'est pas démocratique aujourd'hui. On peut même imaginer, Yannick Jadot, que certains d'entre eux ont pu être élus sur un mandat. Par exemple, ça nous a pu nous arriver à nous, Français, de renégociation avec l'Allemagne, puisque c'est ce qu'on nous avait promis, et que ce mandat n'a pas été respecté. Je sais bien. C'est imaginable. Mais je suis pas sûr que ce soit, si on fait demain des élections en France, je ne suis pas sûr que ce soit les écologistes qui se battent pour une gouvernance économique européenne, pour la fin de l'austérité, qui gagnent les élections. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, je ne peux pas prétendre incarner le peuple européen qui ne veut plus de l'austérité, parce que sinon, à un moment, ça se traduirait dans les élections. Philippa Radzislav, moi, je n'arrive pas à suivre parce que je pense qu'on mélange plein de choses. Essayons d'aller un peu aux sources. On a la séparation des pouvoirs selon Montesquieu. Essayons de garder ça en tête. On ne peut pas parler de peuple et parler en même temps de l'Eurogroupe. Ça n'a rien à voir. L'Eurogroupe, c'est un groupe ad hoc qui n'existe pas formellement, ce qui est un énorme scandale pour le système européen déjà. Et c'est que Varoufakis qui a été, si vous voulez, la personne qui a mis ça en exergue. Et moi, personnellement, je le remercie infiniment parce que jusque-là, personne n'avait rien compris concernant comment l'Eurogroupe fonctionne. Maintenant, tout le monde sait que c'est un groupe ad hoc qui n'a pas de pouvoir formel,
que malgré ça, prend des décisions d'une importance capitale pour l'économie européenne et pour les populations nationales, et qu'il n'est contrôlé par personne. Et qu'on a juste l'ECOFIN derrière qui vient approuver des décisions qui sont prises en huis clos dans un groupe de ministres. Dans un groupe de ministres des Finances qui décident sans transparence, tout en mettant la pression sur des pays qui peuvent ne pas être d'accord et qui ne peuvent pas mettre de veto. C'est scandaleux. Non, mais ça, on est d'accord. Mais les ministres à la fin, on est toujours d'accord. Non, mais on est d'accord. Attendez, je continue quand même. Sur le fait que l'Eurogroupe n'est pas démocratique. En même temps, c'est des représentants de gouvernement qui sont issus d'élections. C'est ce qu'on appelle le système représentatif indirect. Mais dans un système, comme j'expliquais avant, où on a une telle transgression des compétences et où l'Union européenne vient nous expliquer, nous dicter nos politiques nationales, on ne peut plus supporter être dicté par un groupe qui n'a pas de légitimité démocratique, qui n'y a pas de transparence et qui ne donne pas des comptes à personne. Vous comprenez que ça touche au plus profond de nos valeurs démocratiques. Du coup, là déjà, le problème est gigantesque. Et pour le moment, Varoufakis, ça traverse sa façon aussi marrante de négocier, d'exister, tout ça. Il a mis ça en avant. Le fait qu'il mettait toutes ses interventions sur son site, ça a fait marrer beaucoup de gens, mais en même temps, ça met le doigt sur un énorme problème. Ça a servi de révélateur à l'opacité que vous dénoncez. Moi, personnellement, j'écris sur ces questions-là depuis des années. Personne ne comprenait de quoi je parlais. Il me trouvait un peu à côté de la plaque. Mais non, tout le monde me dit « Ah bah oui, c'est vrai que tu as raison ». Mais voyez, du coup, effectivement, je pense que Yanis Varoufakis, il a servi par rapport à ça, parce qu'il a mis vraiment en avant cette question. Et c'est précisément ça qui irritait les Européens. Mais pourquoi il n'est plus ministre Parmi ça, pourquoi il n'est plus ministre Parce que je pense que il y a des questions, si vous voulez, de personnalité, parce que l'eurocratie, le clan des bureaucrates, ils ont une culture de communication qui est très précise. Ils ne sont pas habitués à avoir des gens différents d'eux. Ça, c'est aussi une forme de racisme des technos et des politiques qui sont dans le moule depuis des années. Parce que vous savez, tous ces gens-là qui sont à Bruxelles et qui ont des hauts postes, soit comme fonctionnaires, soit comme hommes politiques, en fait, c'est des gens qui ont toujours, passé leur temps dans ces couloirs. Ils ont bâti leur carrière depuis toujours dans ces couloirs. Du coup, c'est un système fermé. Et Varoufakis, il est arrivé là, il vient d'un autre monde, il est complètement différent et ça irrite. Après, je pense qu'il a fait aussi quelques erreurs stratégiques sur la façon de gérer ces négociations-là. C'est pour ça qu'on est arrivé à la fin de 5 mois où la Grèce n'avait plus un sou de faire un référendum. Je ne pense pas que c'était la meilleure façon de gérer ça. On aurait pu le faire autrement, un peu l'organiser avant. Du coup, il y a eu pas mal d'erreurs stratégiques et de négociations qui ont conduit à ça. Maintenant, je sais que Tsipras, en fait, lui a mis vraiment la pression de partir. Et lui, il est irrité foncièrement de cette façon que les choses se sont faites. Mais au fond, je crois que dans la mentalité de gens de la gauche, il y a une solidarité intérieure. Et ce qui les importe, c'est l'objectif. Ils veulent arriver à avoir quelque part une conclusion, un accord qui va être à peu près satisfaisant. Et je pense que ça dépasse tout le reste. Maintenant, je voulais dire un truc sur la proposition là, qui est en suspens, qu'on attend voir exactement où ça va mener. Il faut savoir quand même que la proposition de Tsakalotos porte sur 3 ans, ce qui n'était pas le cas sur la discussion qu'il y avait avant le référendum. Du coup, là, en fait, il y a un déplacement de la discussion. Il considère qu'il faut quand même réfléchir par rapport à essayer d'aider la Grèce pour qu'elle puisse payer toutes ses échéances pendant les 3 ans à venir, qui sont assez importantes. Déjà ça, si vous voulez, c'est un pas. Varoufakis, ça dès le début, il a essayé d'expliquer ça. C'est un troisième mémorandum. Absolument, c'est ce que j'ai dit juste avant. Et du coup, là, c'est pas du tout, on n'est pas dans le même cas de figure. Les mesures d'austérité qui vont être imposées à la Grèce vont être beaucoup plus importantes parce qu'on va donner aussi un financement de 52 milliards qui va être beaucoup plus important pour qu'on puisse couvrir des échéances pour 3 ans. Du coup, bien sûr, ce que dit aujourd'hui Schulz, je crois, il a dit les mesures seront bien plus sévères que ce qu'on aurait pu imaginer avant le référendum. Mais parce que aussi, le planning a changé complètement. Ils veulent un peu sécuriser la Grèce pour au moins 3 ans pour qu'elle puisse puisse se tenir à ses engagements de remboursement. Mais en même temps, ce qui est alarmant, c'est de savoir que les économistes, ils évaluent un peu ce nouveau programme qui peut-être va être voté dans les jours qui viennent. Et ils nous disent qu'on aura une nouvelle chute du PIB de 7 à 10%. On a déjà eu 25%. Si on prend en plus l'histoire des multiplicateurs, qu'on est maintenant bien, nous a bien expliqué
les économistes et surtout le FMI, vous voyez bien qu'on va avoir une énorme chute, une nouvelle chute du PIB. Et on se demande, alors, ces nouveaux mémorandums, comment va contribuer pour que la Grèce puisse avoir autre chose que de la récession. Parce qu'en fait, ça va être une nouvelle machine génératrice de récession. Alors moi, je voulais revenir sur, vous avez évoqué tout à l'heure les erreurs de stratégie dans la politique de Tsipras. Et justement, voilà, j'allais vous donner la parole. Depuis 5 mois, effectivement, est-ce qu'on peut critiquer, est-ce que cette stratégie de Tsipras n'a pas échoué finalement? Bon, je pense que le référendum a divisé les Grecs. Il faut maintenant tirer une ligne parce qu'il y a l'avenir. On va toujours parler sur les erreurs. Il a eu beaucoup d'erreurs. Il y a un gouvernement qui est venu en promettant qu'il va annuler la dette, qui va abolir, déchirer le mémorandum. Et maintenant, nous sommes dans la fierté de demander un 3e mémorandum pour appliquer des mesures beaucoup plus graves. Mais il faut finir avec ça. La Grèce ne doit pas sortir de l'Europe. Elle doit rester membre de l'Europe. Elle ne doit pas faire, M. Tsipras, il ne doit pas faire ce que M. Farage et Mme Marine Le Pen lui demandent à faire, de quitter, de démolir l'Europe. On va rester là, c'est une ligne rouge qui unit, à mon avis, la majorité, cette fois-ci, indépendamment du oui et du non du peuple grec. Pourquoi vous comparez maintenant Le Pen, Mme Le Pen et parce M. Farage? Parce qu'ils ont parlé hier, les eurosceptistes, ils ont soutenu, ils sont d'accord. Bon, je compare parce que c'est vrai. D'une autre manière, s'il vous plaît. De leur côté. Ça, c'est des provocations. C'est des provocations faciles, s'il vous plaît. La Grèce ne doit pas entrer dans le camp eurosceptique. C'est ça que je veux dire. Et je veux dire que si la Grèce veut rester vraiment dans l'Europe... Pas à cause de Syriza, en tout cas. Si. Pas à cause de Syriza. Parce que je veux dire, si vous me permettez, une petite parenthèse... Je vous rends la parole, monsieur. Répondez. Oui, une petite parenthèse. Ces dernières années, selon les sondages de Eurostat, pas de n'importe qui, l'intérêt des peuples européens, général, pour les peuples européens, pour l'Union européenne, est baissé dramatiquement. Ils n'ont pas confiance, les peuples européens. L'eurosceptisme, ce n'est pas créé par Syriza ou par des voix comme ça, c'est créé par la politique de l'Union européenne. Si on a cette politique, l'eurosceptisme, ça va monter. S'il n'y a pas un autre espoir, c'est l'eurosceptisme. C'est ça qu'on dit toujours. Mais nous, on doit lutter contre l'eurosceptisme. Nous tous, qui sommes pour l'Europe. Oui, je suis d'accord, bien sûr. Si tout le monde était content avec l'Europe, on n'aurait pas la discussion aujourd'hui. Mais pas seulement nous. Alors, je veux dire, pour finir, que les Grecs doivent changer, eux aussi. Il faut avoir des réformes. Le pays qui a un État comme l'État grec, qui n'est pas flexible, un État bureaucratique, un État... Ça existe l'expression clientéliste, que chacun met ses clients qui votent pour lui. Alors il faut finir avec ça. Il faut lutter contre la corruption. Il faut voir qu'il y a une loi fiscale juste qu'on peut l'appliquer. Il faut avoir une réforme sur l'éducation. On ne peut pas demander aux autres qui changent s'il n'y a pas les Grecs qui changent profondément. Les occupations, les professions qui sont pas ouvertes depuis des années et que personne n'a envie de faire, pas seulement Syriza. Les gouvernements de la droite et des socialistes avant, ils n'ont pas fait de réformes profondes. Il faut changer toutes les modalités qui nous tiennent enfermés dans notre maison. Je vous interromps parce que nous sommes évidemment en direct, il est 21h25 et la dépêche qui montre la feuille de route, la proposition grecque sur sa propre feuille de route vient de tomber. Alors c'est difficile de l'analyser comme ça, mais on va quand même s'y employer. François Bonnet, le directeur éditorial de Mediapart, est là-bas et donc il va nous dire quelle est la proposition grecque donc soumise aux institutions. François. Alors, attention, on n'a pas encore le détail de cette proposition, donc il faut être très prudent par rapport à ce que je vais énoncer et qui vient essentiellement des agences de presse et qui est actuellement repris par les journaux anglo-saxons. Et je vous cite là essentiellement le Guardian. Le Guardian donne les grandes lignes de ce que serait le plan grec proposé aux institutions européennes, plan qui vient d'être adopté à l'issue d'une réunion des ministres grecs.
Et du reste, il est annoncé que Tsipras, le Premier ministre, convoquera l'ensemble des parlementaires demain, sous-entendu, pour approuver ce plan. Alors, quels sont les grands axes de ce plan? Encore à prendre avec prudence, puisqu'on n'a pas le détail des mesures qui peuvent venir infléchir ces grands axes. L'axe principal, c'est que Athènes serait prêt à un plan très dur d'austérité, c'est-à-dire à proposer aux partenaires européens des mesures d'austérité très sévères, mais en échange d'une annulation petite, estime le Guardian, de la dette. Là, la proportion n'est pas précisée sur qu'est-ce que serait, sur combien porterait cette annulation de la dette grecque. Alors, le paquet de réformes et de coupes dans les dépenses publiques que proposerait le gouvernement grec serait de 13 milliards d'euros. Pour vous donner une idée de l'importance de ces mesures qu'on peut qualifier d'austérité, c'est que quand on parle aujourd'hui de 13 milliards, alors peut-être y a-t-il des mesures compensatrices, et c'est là où il faut être prudent. Il y a une semaine, on parlait d'environ 8 milliards. Donc on serait bien au-delà de ce qui était prévu il y a une semaine aux 10 jours. En échange de ce plan d'économie de 13 milliards d'euros, ce plan viserait à s'assurer un nouveau plan d'aide européen qui, lui, porterait sur 50 milliards d'euros. Alors l'analyse qui, à ce stade, et encore une fois, soyons prudents, l'analyse qui, à ce stade, est faite est que finalement, un bon nombre des conditions des créditeurs seraient ainsi acceptées par le gouvernement grec, mais il y aurait cette contrepartie d'une annulation d'une partie, petite semble-t-il, de la dette grecque. Ce qui semble certain à ce moment, au moment où je vous parle, c'est que, évidemment, ce plan risque de rencontrer quelques fortes oppositions au sein de Syriza, qui jusque-là, bien sûr, s'était divisé sur l'ampleur des mesures susceptibles d'être adoptées. Il y a deux éléments qui sont également donnés par d'autres titres de la presse anglo-saxonne. Ils portent sur la TVA, qui était un des points très durs, et le gouvernement grec accepterait une hausse des taux de TVA, mais elle ne concernerait pas les îles, et c'était là un des points de clivage très fort avec les créditeurs. Et puis, elle porterait également en partie sur les retraites, c'est-à-dire sur une baisse d'une partie des retraites. Voilà ce qu'on peut dire actuellement, ce qui semble à peu près assuré comme étant les grands axes des propositions grecques, mais tout cela reste évidemment à préciser et peut-être ne connaissons-nous pas à l'heure actuelle des mesures qui pourraient être des mesures compensatoires à ce qui apparaît tout de même comme l'acceptation d'un plan d'austérité à nouveau très sévère. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de François Bonnet, madame? Est-ce que c'est quand même l'acceptation d'un plan d'austérité? On a même l'impression, à entendre les premiers éléments que nous donne François, que la question de principe, en fait, d'un effacement extrêmement partiel d'une partie de la dette, et se fait en échange d'une austérité quand même très forte. Oui, et je crois que c'est l'échange pour rester dans l'eurozone. C'est-à-dire, il a un chantage pour moi, si je peux utiliser le mot, que le peuple grec doit être puni pour sa réponse au référendum. Et je n'écoute pas M. Meimaroglou, et parce que je suis européaniste très profondément, et pour ça, oui, et pour ça je suis vraiment abattu quand j'écoute des mesures comme ça. C'est l'échange pour que la Grèce reste dans l'eurozone. Je veux dire seulement un mot. Je suis tout à fait d'accord que la Grèce ne doit pas imposer sa démocratie aux autres. Mais ce n'est pas là la question, parce que ce n'est pas d'imposer sa démocratie aux autres. C'est de gérer sa démocratie au niveau national et de décider, le gouvernement grec, quel groupe social
peut supporter et quoi peut supporter. C'est la simple des choses pour moi, pour la démocratie. Ça, c'est une chose. Mais ce qui m'a fait révolter, moi, avant-hier, en écoutant les déclarations de Mme Merkel en sortant du sommet des chefs d'État, ce qui m'a fait révolter, si la traduction en grec était correcte, c'est de dire « si je suis persuadé ». Cette hégémonie d'un seul État sur les autres, ça me révolte complètement. Si je suis persuadé, soit on est tant d'États de membres, soit il n'y a qu'un État qui décide. Ça, et je l'ai dit d'une telle force parce que je suis en France. Et moi, ici, en France, j'ai appris qu'est-ce que ça veut dire démocratie. Vous êtes d'accord que s'il y avait un accord au mois de février, il n'y aurait pas 13 millions? S'il y avait un accord au mois de février? 13 milliards. 13 milliards, pardon, on perd la nuance. Moi, je ne vais pas dire maintenant, je ne vais pas discuter avec... On n'a pas effectivement tous les détails encore de cet accord. Oui. Mais si dans cet accord, il y a l'effacement d'une partie de la dette grecque, là, ça a quand même changé par rapport à février. Le meilleur accord possible... C'est la proposition grecque, hein, on a entendu, que ça soit bien clair. Le pire accord est mieux que le Grexit. Mais il faut voir pourquoi finalement on est obligé à accepter un paquet aussi lourd que ça. Madame, est-ce que le pire accord est mieux que le Grexit? Non, moi je n'ai pas des a priori sur toutes les solutions sont envisageables si elles sont bien réfléchies et s'il y a un accompagnement. Par exemple, pour l'histoire du Grexit, vous savez, nous les juristes, on étudie beaucoup cette question et il y a plusieurs cas de figure. Et on peut même imaginer des cas de figure où la Grèce pourrait sortir, faire un opt-out, comme on dit, et après faire un opt-in, sous condition. Du coup, les traités aujourd'hui ne disent pas grand-chose sur l'histoire des exits de la zone euro. Et c'est ça qui nous donne aussi la possibilité, nous les juristes, d'imaginer plusieurs solutions. Mais tout ça, ça pourrait se faire, si vous voulez, si on avait des partenaires qui avaient une certaine... voyez, un esprit logique, qui était prêt à discuter, à trouver des solutions, parce que on a d'autres coopérations, comme on dit, sectorielles dans l'Union européenne, Schengen, la Convention des droits de l'homme, différents types de politiques où des pays peuvent entrer et peuvent sortir. L'histoire d'opt-out, opt-in, c'est un instrument qu'on utilise. Pourquoi on n'aurait pas pu l'utiliser pour la zone euro? C'est-à-dire, si c'est pour que la Grèce passe encore 3 ans de martyr, qu'elle soit martyrisée avec des nouvelles mesures récessionnaires, qui ne donnent aucune chance à la croissance, qui ne font que plonger les gens dans le chômage. On a la moitié de nos jeunes diplômés au chômage aujourd'hui. C'est catastrophique. On parle des gens qui ont fait des études à l'université, qui ont des masters, qui ont des thèses, et qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Moi, je ne vois pas comment ces mesures-là proposées peuvent donner de l'espoir au peuple. Mais non, si vous voulez... Donc ça veut dire qu'il y a un risque d'éclatement de la coalition gouvernementale et de Syriza. Mais ça, il va le résoudre, Tsipras. Ça, il le sait. Tsipras, c'est un stratège. Il est très futé, il est très intelligent. Et vous inquiétez pas qu'il a bien étudié toutes les éventualités. Je pense qu'il sait très bien qu'il aura une fracture interne. Il est préparé à ça. Ce qu'il a décidé de faire, je pense, c'est qu'il va occuper le centre-gauche sur l'échiquier politique grec. Du coup, il va complètement laminer le PASOK, qui déjà n'existe quasiment pas. Potami, je ne pense pas qu'il peut aller plus loin que là il est aujourd'hui. Il va dominer. Monsieur, désolé. C'est mon avis personnel. Il va dominer l'espace du centre-gauche grec. Du coup, il va un peu se recentrer. Il va oublier un peu ses envies, on va dire, préélectorales. Et dans ce cas-là, il peut survivre. C'est-à-dire sa carrière politique, elle est assurée, si vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, je me pose des questions. Je suis inquiète pour la population, pour l'avenir de la Grèce. Mais vous pensez que l'Europe, et en particulier l'Allemagne, peut accepter ces propositions? Vous venez de dire vous-même que pour eux, l'annulation même d'une partie de la dette était une ligne rouge. Attention, l'annulation, c'est une chose, et après, le réétalement, revoir comment on peut étaler les échéances de la dette, c'est une autre chose. Vous savez, de ces questions très techniques. Vos économistes vont vous en parler après. Je sais que Merkel, elle est carrée sur ça. C'est hors de question. Annulation, ça n'existe pas, on ne discute pas. Après, l'histoire de voir, dans quelques mois, une fois que la Grèce sera un bon élève, qu'elle aura passé tous ces projets de loi qu'ils attendent avec effervescence, nos partenaires, que discuter d'une peut-être façon, éventualité, de revoir le réétalement des échéances, peut-être oui, mais ça ne va pas nous sortir de la récession et d'une nouvelle chute du PIB grec. C'est ça la grande question. Le mot de la fin, Meko. Le Grexit, de toute façon, c'était aussi la récession et les pertes de pouvoir d'achat, de toute façon. Les problèmes économiques grecs, de toute façon, avec ce plan-là, n'est absolument pas résolu.
On va voir ce qu'il peut y avoir aussi dans le plan d'investissement européen en matière d'investissement de soutien. On va voir, je ne sais pas ce que va faire Tsipras sur la question des armateurs, sur la question de l'Église, sur la question, un certain nombre de choses un peu structurelles de l'armée, tout ça. Quel est son programme à 2-3 ans? Parce que c'est des changements nécessaires, mais incontestablement difficiles. De toute façon, à mon avis, la question de la dette, la négociation, d'après ce que je comprends, côté des créanciers, elle s'ouvrirait après l'été. Donc je ne pense pas que le gouvernement grec soit en mesure de demander grand-chose en termes de gestion de la dette, mais c'est quand même un point absolument essentiel. Et de toute façon, il y a un moment où Mme Merkel, elle devra s'y faire. Sa trouille, c'est effectivement qu'on ait une pensée européenne de la dette, mais il va falloir s'y faire. Après, encore une fois, je veux dire, c'est le gouvernement Tsipras, il se fracasse un peu sur les gouvernements, sur ses créanciers. Ça, c'est une réalité. On va voir comment il va gérer, mais ça va être de toute façon extrêmement difficile dans les mois qui viennent. Est-ce que le champ politique qu'il a ouvert sur la gouvernance économique, sur la dette et sur quel programme d'investissement plutôt que quel programme d'austérité, ça, il va falloir essayer de l'élargir pour donner un espoir aux Grecs, mais pas seulement, hein, parce que la droite a beau dire les Portugais ont pris la posture amère, tout va bien. Non, tout va pas bien. Donc il y a plein de pays européens où ça continue à aller très mal. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire. Il y a aussi un risque, après je vous laisse la parole, il y a aussi un risque, même si ce plan est accepté et voté demain au Parlement et accepté donc par le gouvernement de Tsipras, il y a un risque de nouvelles élections derrière. Parce que quelque part, il va falloir à nouveau se légitimer à nouveau devant le peuple. Après le non-référendum, faire passer un plan aussi dur, derrière, est-ce que ce n'est pas votre avis qu'il peut y avoir des élections? Oui, moi je vais dire d'abord une phrase. Il ne faut pas humilier le peuple. Si on veut vraiment faire une union européenne, il faut avoir les consensus des sociétés. Sans le consensus des sociétés, l'Union européenne ne sera pas une Union européenne et démocratique. Alors, si on humilie tout le temps le peuple et leur gouvernement, alors les résultats, les conséquences, je ne sais pas quelles seront dans l'avenir. Il ne faut pas oublier que les peuples ont de mémoire et surtout, il ne faut pas oublier l'histoire de cette Europe. Alors pour moi, c'est très essentiel de l'avoir toujours dans notre tête. On peut discuter plusieurs heures sur les problèmes économiques, si Tsipras ou l'un ou l'autre ont fait ceci ou cela. S'il n'y a pas des alternatives, parce que je vais dire une chose, à quel moment de l'histoire de l'Europe il n'y avait qu'un dogme? C'est ça. Et on ne peut pas avoir des politiques, d'autres politiques. La politique, c'est toujours une dialectique entre comment on dit, idéologie, entre politique, etc. Maintenant, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas un classement des idéologies, une dialectique des idéologies, etc. C'est la première défaite de Merkel en 5 ans, quand même. Ça, c'est quand même, ça change un peu les données européennes. Oui, ça vraiment. Et ça change maintenant, ça commence à changer. Et ça, c'est un grand espoir pour moi. Vraiment, c'est un grand espoir. Moi, je crois que le peuple grec, malgré les mesures, et je ne sais pas de quel taux seront les mesures, les récessions, etc., je crois, s'il ne se sent pas humilié, parce que c'est très important pour moi, humilié, parce qu'avant, on avait les mesures d'austérité et en plus, on avait comment on dit, pas les menaces catégoriques, les accusations. D'accusations qu'on est des coupables. Ça, d'être toujours coupable sur les épaules d'un peuple, c'est quelque chose d'inadmissible pour moi. Et pour ça, je dis, oui, il faut des réformes. Mais les réformes, il faut les décider. La coupe des dépenses publiques, ce n'est pas des réformes. De détruire les hôpitaux, ce n'est pas des réformes. De détruire les écoles... C'est une réforme, quand même. Oui, bien sûr. Il y a 800 000 écoutez, messieurs, c'est nous qui on les dit toujours ça.
Parce que c'était les États, les partis clientélistes qui ont fait ça avec les retraites. Mais la plupart, la majorité des Grecs prennent les retraites à l'âge de 62 ans, comme en Austrie par exemple, comme dans d'autres pays. Dans la plupart. Moi, par exemple, je vais prendre ma retraite à 67 ans. Et plusieurs personnes comme moi. Alors, ce n'est pas... Les réformes sont par rapport aux besoins d'une société. Ce n'est pas des réformes comme ça. On a eu des réformes au 19e siècle imposées à d'autres pays par des États hégémoniques de l'Europe. Et on a vu les résultats. On a eu la Première Guerre mondiale. Je ne vais pas parler de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vais pas parler, mais il faut l'avoir dans la tête, quand même. Il ne faut pas laisser à cette Europe d'être sous l'hégémonie d'un seul État. Merci beaucoup à tous les quatre. Espérons que lundi matin, c'est la fin et le début du 3e mémorandum qui doit être le dernier. Et que la Grèce, finalement, va arriver à dépasser la crise. Pour ce non, je ne suis pas heureux. Oui, je vous vois. Je serais heureux si on est à l'Union européenne. Je serais heureux si on est dans l'Union européenne. Et je ne suis pas content pour le mémorandum. On attend la réponse de l'Europe. Nous en sommes là. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce premier débat, à cette première table ronde. On va écouter et voir Alexis Tsipras. Vous y étiez, Yannick Jadot, au Parlement européen. On a fait un petit montage de son discours. Et ensuite, 4 économistes, avec Martine Orange à côté de moi, qui ne sont pas d'accord entre eux, vont entrer dans le détail. À tout de suite.